Vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcasts, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 26 juin 2018 au Tangier American Legation Institute for Moroccan Studies. Dans ce podcast, nous accueillons le professeur Franklin Graham de South Florida University pour discuter la résilience architecturale en Mauritanie. Bonjour à tous, je m'appelle Franklin Graham et je viens des États-Unis. Je suis un géographe et avec plaisir, j'ai l'occasion pour faire une étude pour l'été passé à la Mauritanie. Et c'est l'architecture traditionnelle là-bas et je regarde les changements avec l'architecture traditionnelle. Certainement, il y a la surprise avec les résultats et je vais expliquer durant la présentation aujourd'hui. Mais avant, je commence aujourd'hui, je vais poser une question à vous. Regardez l'image là-bas et je vais demander quels matériaux les gens utilisent pour construire le mur là-bas. Attends, la technologie. Je pense que c'est... Non, c'est un mur en soutènement. C'est un mur en bois. Sec. Et en plus Pierre avec un lion. Peut-être, la photo n'est pas claire, mais je pense que c'est un mortier avec un lion. C'est les deux murs. Il y a un en fond, Non, il y a non, un je arrière. parle de celui qui Oui. est en bas. Oui, mais attends. C'était une façon que les gens utilisent pour reconstruire leur maison, le mur et les autres choses là-bas. Il y a un mélange ici. On regarde les ciments en bas et en fond, on trouve la pierre et l'argile. Et l'argile, c'est traditionnel dans toute l'Afrique. Les gens l'utilisent. Mais certainement, il y a une différence avec la pierre en haut et la pierre en bas aussi. Et je vais expliquer ça en plus. C'est bien. Merci. Bon. Et je sais, avec le roman, normalement, on trouve une table de matière enfin, mais pour la présentation, j'amène ça pour expliquer qu'est-ce que je vais expliquer durant la présentation. Alors, le matériau local, je vais expliquer. La modernisation, certainement, il y a un changement avec la Mauritanie, mais c'est compliqué. Ce n'est pas un changement extrême. Et en plus, je vais expliquer la variabilité du climat parce que certainement, c'est une raison pourquoi les gens de temps en temps font un changement ou retourner avec le matériau local. Et en plus, je vais expliquer le changement social et je vais montrer les sites de la recherche comme la carte Google Earth. Et après ça, je vais donner la conclusion. Et certainement, c'est pas facilement, c'est pas un changement extrême pour le matériel moderne. On manque comment on dit ça, la construction traditionnelle. Taqlidi, on dit taqlidi en arabe, je crois. Et on y va. Premier. La Mauritanie, le nom, l'étonomie de le nom, c'est vient d'où? C'est un nom français, c'est un nom arabe. Qui a donné le nom Mauritanie? Qui a donné le nom Mauritanie? C'est l'étonomie. Ça vient d'où? Je dis en arabe, oui, la Mauritanie. Non, c'est comme ça. Et en français, c'est la Mauritanie. Mais qui donne le nom? C'est l'origine de ce nom. Ça vient d'où? C'est le grec. Le grec qui donne ça. Pardon? Tu as déjà? Je voulais dire que c'était probablement parce que les Grecs avaient donné aux Arabes le nom de mort, selon les anciennes légendes du Jardin des Hespérides. Voilà, c'est comme ça. Alors, c'est la terre de mort et on a besoin de comprendre
quel est le climat ici, quelle est la géographie physique, quel est le peuple, quelle est l'histoire ici. L'environnement, c'est intéressant. Certainement, on trouve un désert ici. La majorité, c'est un désert. C'est presque 2/3 de la terrain, c'est le désert. On trouve une pluviométrie très petite ici. Après ça, il y a le Sahel, et on trouve le Sahel au sud et à l'oriental. Et normalement, la pluviométrie, c'est variable là-bas. C'est presque un désert, mais en plus, c'est presque le Sahel aussi. Donc, on trouve une frontière avec le désert et la savane. En plus, en bord de fleuve, on trouve le Chamama. Le Chamama, c'est une zone où on trouve les gens qui font le jardinage, les sédentaires, et c'est stable là-bas avec la pluviométrie. Et en plus, il y a la côte atlantique aussi. La côtière, on trouve, c'est différent parce qu'elle ne fait pas chaud comme le reste de la Mauritanie, mais la pluviométrie là-bas, c'est variable et normalement, c'est petit aussi. Et certainement, ça ressemble au climat qu'on trouve le méridional marocain, comme le Sahara occidental. Et le peuple là-bas, peut-être on sait bien le peuple, mais je vais expliquer en plus. Le Maure blanc, c'est un mélange, une origine d'Amazigh, le peuple de Tamazight, et en plus les Arabes. Et voilà, il a nomadisé, il a fait le pâturage, il a continué de circuler le désert. Mais petit à petit, il a trouvé la richesse et il a trouvé les technologies de descendre en sud. Et quand il fait ça, il a trouvé le sédentarisé là-bas, comme le Chamama. Il a trouvé les Africains noirs. Et certainement, l'histoire, c'est compliqué. C'est pas le Maure blanc qui gagnait toujours, mais certainement, il y a un changement avec les deux peuples. Et petit à petit, le Maure blanc, il a trouvé les esclaves. Et à cause de ça, les esclaves, ils devenir un autre type de peuple, devenir le Maure noir. La majorité à la Mauritanie, c'est le Maure noir. Normalement, c'est 50-55% de la population, c'est le Maure noir. Le Maure blanc, c'est environ 20-25%, et l'Africain noir, c'est environ 20 et 25% de la population aussi. L'histoire, c'est un héritage avec Maroc. Il y a les Almoravides, tout le monde pense qu'elles viennent de Siljamassa, c'est vrai, mais il y a un satellite de Siljamassa, s'appelle Zougi. Zougi, c'est près d'une ville qui s'appelle Attar, et je vais expliquer en plus après. En plus, mais l'Almoravide, c'est la période reste très court malheureusement. Et après ça, il n'y a pas une souffrance, certainement il y a la concurrence entre les tribus de temps en temps, mais il y a la confédération qui arrive, et ça reste longtemps comme ça. Avant que le Français vienne. Et quand le Français vient, c'est pas vraiment une colonie, comme il fait le Sénégal, ou le Mali, le Soudan français. Normalement, il a fait pas beaucoup à la Mauritanie. Et pourquoi? Parce qu'il a besoin d'un réseau. Un réseau entre Maroc et Sénégal. Voilà, c'est comme ça. Mais le Français reste ici pour quelques années. Et après ça, il y a l'indépendance. Et l'indépendance, c'est important pour cette étude, et certainement les périodes coloniales aussi, c'est important pour cette étude. Et le matériel on utilise. Regardez bien, le Maure blanc, il est le pasteur berger. Et normalement, il bouge toujours pour trouver le pâturage et autre chose. Alors, il n'a pas besoin de la pierre, il n'a pas besoin de l'argile. Mais les esclaves, ils ont pris, il a besoin
une maison, il a besoin d'une mosquée, il a besoin d'un grenier pour vivre dans les oasis, pour vivre dans l'Oadi normalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde une terre comme ça et construit leur maison? Certainement, les morts noirs, certainement c'est les Africains noirs au moment, mais il va devenir le mort noir. Ils regardent la terre et ils comprennent le savoir-faire. Il porte le dernier endroit, il a resté au sud. Et à cause de ça, il utilise le matériel qu'on trouve dans le désert ici. Bon, premièrement, le bloc. Oui, le bloc, on trouve, ça dépend. Et certainement, le grès. Le grès, c'est plus abondant dans le désert. Et à cause de ça, les gens l'utilisent. Mais on a besoin d'un cal pour ça, et je vais expliquer ça après un peu de temps. Mais ici, on trouve une variété de le roche, on trouve, et la pierre. Mais c'est à cause de la géologie, on trouve les couches océaniques anciennes, on trouve la pierre, on trouve toutes les choses pour construire leur maison. En gauche, on trouve le grès. Certainement, ça c'est plus abondant dans le désert. Mais il y a les autres endroits, on trouve les autres types de pierres. On trouve le calcaire. Le calcaire, c'est plein et c'est rectangle. Donc, on construit une maison sans argile de temps en temps. Et voilà. Et on trouve les argilites. Les argilites, c'est comme la calcaire, c'est plate et c'est rectangulaire aussi pour construire la maison. Et normalement, mais c'est pas comme le grès. Et normalement, le grès s'utilise pour beaucoup de maisons et les autres bâtiments dans le désert. Et en plus, c'est rarement on trouve, mais le schiste existe aussi. Et de temps en temps, on trouve, et certainement, les mesures, c'est facile. C'est facile pour une maison utiliser le marteau pour piler et trouver une maison comme ça. Donc ça, c'est le bloc. Mais on a besoin de quelque chose pour le grès de temps en temps aussi. Et voilà, le cal de la construction, c'est l'argile. Et ça ressemble à quelque chose. On trouve l'argile ici au Maroc aussi. Oui, la plate de tagine, c'est abondant. C'est plus abondant dans le monde. Mais certainement, il y a les endroits à la Mauritanie, on ne trouve pas l'argile. Mais je vais expliquer après. Alors, c'est un sédiment. C'est pas une taxonomie de sol. Et avec mes étudiants aux États-Unis, ils ne comprennent pas ça. Ils pensent toujours, ça c'est un type de sol, on trouve le fer et autre chose. Et je dis, non. C'est un sédiment. Donc, c'est plus fin. C'est plus fin. Et à cause de ça, c'est pourquoi les gens utilisent pour fabriquer quelque chose et utilisent pour la construction aussi. Voilà. Et à la Mauritanie, normalement, on trouve l'argile à tous les endroits, sauf un site de la recherche, Wojeft, et il y a une oasis à côté de Wojeft aussi, qui s'appelle Tergit. On ne trouve pas ça. Mais il manque l'argile là-bas. Mais remercier Dieu, on trouve le calcaire, on trouve le schiste, on trouve la pierre qui est plate et très rectangulaire pour construire la maison sans argile. Alors, aussi, il y a intéressant parce que avec chaque endroit à la Mauritanie, on trouve de temps en temps les gens qui mélangent l'argile avec le paille. Une graminée s'appelle sabat. On dit drine dans les autres lieux arabes. Et voilà, elle fait ces choses pour une isolation pour la maison. En plus, on utilise de temps en temps les autres couleurs d'argile pour décorer le mur. On trouve ça à Wallata. Wallata, c'est un patrimoine mondial très unique avec la construction là-bas. Et je vais expliquer en plus après un peu de temps. Ça, c'est le col. Le bras de la construction. Ça, c'est ma domaine. J'aime la plante. Nebtat,
Neptat, on trouve ici, c'est intéressant aussi. Mais ça dépend. Ça dépend de la région nord et la région sud. On trouve les autres types de végétation et on a besoin de substituer de temps en temps les choses. Le poutrelle, normalement, c'est, on dit en anglais, the beams of the ceiling. Le poutrelle, on trouve ici, c'est le meilleur, c'est le dattier. Le dattier. Et quel est le nom de dattier en arabe? J'ai oublié ça. Quel est le nom? Nakhil. Nakhil, voilà, c'est Nakhil. Mais quand on descend à méridional, de temps en temps, c'est vraiment, on trouve le dattier. Et à cause de ça, on utilise le poutrelle de palmier doum de l'Égypte. Ça, c'est... Oh, quel est le nom de ça en arabe? C'est très facile. C'est comme français aussi. En arabe, normalement, elle dit el doum, mais pour les Mauritaniens et pour les Amazirs, elle dit normalement isgalem. Isgalem pour un arbre comme ça. C'est pas très dur comme le dattier, mais voilà, c'est un substitut on fait pour le poutrelle de temps en temps au sud. En plus, on a besoin des autres végétations aussi pour fabriquer la fenêtre, la porte et voilà, pour couvrir le toit. Et on utilise, j'ai déjà dit, le drin, le sabat pour coudre le natte pour couvrir le toit. Et on utilise en plus le bois de cassia aussi. Cassia, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Cassia. Il y a deux noms. Talha. Talha, c'est le premier. Et c'est la meilleure qualité. Si quelqu'un trouve la cassia de Talha en brousse, on utilise le bois. C'est meilleur. Après ça, c'est le tomate. Tomate encore est utilisé normalement pour construire le bois, la fenêtre et la porte et toutes les choses comme ça. Et il y a un autre aussi. De temps en temps, il utilise téchot. En arabe, on dit le dattier sauvage en français. Mais le bois, c'est pas dur comme le cassia. Donc, normalement, il a ça. Ça dépend des endroits. Et les individuels et la préférence de l'individuel aussi. Et ça, c'est la végétation. Après ça, le bijou. Le bijou de la construction. Je ne sais pas comment on dit ça en phrase en français, mais c'est pas grave, non? Parce que tout le monde comprend ici. C'est le produit de la forge. Normalement, dans le désert, certainement, il n'y a pas une diffusion, ce n'est pas une origine dans le désert. C'est les gens qui amènent ça. Donc, c'est une théorie diffusionniste qui amène le forgeron ici. Et certainement, les esclaves portent le savoir-faire de le forgeron. Ils amènent ces choses au sud. Et à cause de ça, voilà, petit à petit, on regarde les dessins. Les dessins, on trouve avec la fenêtre, la porte, et normalement, les gens font ça pour expliquer qui habite ici, qui a la moyenne, qui est pauvre de temps en temps. Et nous voulons retourner avec ces choses quand on regarde l'architecture à Tichit aussi. Bon, mais voilà, c'est bien et certainement petit à petit, ça arrive ici et les gens décorent la porte, la fenêtre, les autres endroits de la maison, les bâtiments, les mosquées avec le produit de la forge. Bon, mais ça c'est autrefois, non? Ça c'est passé, ça c'est ancien, c'est fini, non? Bon, attendre un peu. La modernisation arrive ici et certainement ça vient durant la période coloniale. Et voilà, on trouve une grotte au ciel comme ça. Ça c'est quoi? Quelqu'un sait ce bâtiment? En Mauritanie, à Nouakchott. C'est une société qui s'appelle SNIM. SNIM, c'est quoi? Société nationale d'industrie minière.
Voilà, ça c'est le moyen, ça c'est le moyen qu'on trouve à la Mauritanie, certainement le fer. Il a exporté le fer, beaucoup. Et à cause de ça, voilà, Snim est le grand patron dans la capitale. Voilà, mais regardez le matériau là-bas, c'est quoi? C'est le ciment et le bloc de béton, certainement. Il y a les barres des armatures aussi, les fenêtres aussi, on trouve le verre. Et certainement, on regarde ces choses, c'est moderne. Et c'est le produit qui vient des autres pays. Mais petit à petit, il y a les industries qui fabriquent ces choses à la Mauritanie maintenant. Et à cause de ça, après l'indépendance, il y a les gens qui restent à Nouakchott et les autres villes côtières et ils pensent que voilà, le ciment c'est moderne, le fer c'est moderne, la verre c'est moderne. On utilise pour construire leurs maisons, on utilise pour construire leurs salles, leurs magasins, leurs mosquées. Et certainement, à petit, la ville de Nouakchott, la plus grande ville à la Mauritanie, et la Nouadhibou aussi, c'est la 3e grande ville à la Mauritanie. On trouve, c'est presque 100% le bâtiment construit avec le ciment, les barres des armatures et en plus le verre aussi. Et voilà, le français, la période coloniale, elle mène ces choses et petit à petit, ça arrive et les élites comme les riches et les éduqués, ils préfèrent construire leurs maisons, leurs bâtiments avec le matériel moderne comme ça. Bon, mais c'est fini. Ou il y a une autre tendance qui arrive ici. Attends. La variabilité du climat est très, très, très importante pour expliquer. Ce n'est pas en concurrence, mais certainement, il y a un mélange de deux, de temps en temps, avec le matériel moderne et le matériel traditionnel. Bon, les inondations viennent ici durant les 60, spécifiquement dans 1962. Et durant cette année, il y a grave pour le capital régional de Tar et Tijikja. On trouve leur ancienne ville. Kadima? Kasbah? On fait Académie pour le moment. Il a détruit à cause des inondations là-bas. Et à cause de ça, il y a les gens qui ils ont fui leur maison. Ils restent à la campagne parce que certainement les inondations c'est grave, mais c'est une occasion pour profiter le pâturage et le jardinage en plus. Et ils restent là-bas jusqu'à un autre problème, un autre extrême de la climat, les sécheresses qui arrivent. Et à cause de ça, les sécheresses, il y a des gens qui sont déplacés à cause de ça et ils retournent en ville, normalement les villes régionales, mais certainement le village devenir une grande ville après un peu de temps. Durant les 70, durant les 80, on trouvait beaucoup de personnes qui sont déplacées à la campagne pour les villes. Et à cause de ça, il y a un besoin pour construire la maison. Et certainement, il y a le matériel moderne qui arrive, mais il y a les gens qui n'ont pas les moyens pour acheter le ciment, pour acheter la barre des armatures. Et à cause de ça, il y a un mélange. On trouve avec la construction traditionnelle et la construction moderne. Mais il y a maintenant, de nos jours, c'est pas possible de prévoir le changement de climat. Certainement, il y a la variabilité de temps en temps. Il y a un climat sec, il y a un climat plus. C'est incroyable la pluviométrie qui arrive. Et on trouve dans 2013, c'est incroyable parce qu'il y a une région dans le Adrar, on trouve le lac. Et c'est incroyable parce que normalement, il n'y a pas de l'eau là-bas. Mais certainement, c'est difficile de prévoir ça. Mais quand il y a une grande pluviométrie, normalement, les gens partent en brousse pour profiter les ressources naturelles. Mais quand il y a un climat sec, normalement, les gens retournent en ville
pour trouver les autres occasions pour vivre. Donc, c'est un changement. C'est un changement du mode de vie. Et à cause de ça, il y a la diversité. La diversité, les gens portent pour trouver le moyen. Bon. Mais avec la variabilité du climat, avec la modernisation, certainement, il y a le changement social. Et ça, c'est un bilan de changement. On regarde, certainement, la majorité des Mauritaniens maintenant, elle est installée dans les villes ou les villages. Et elle fait ces choses parce qu'elle ne comprend pas qu'est-ce que ça arrive avec le climat chaque année. Et pour avoir une maison, le village ou la ville, normalement, on a les racines pour retourner et trouver un boulot pour continuer leur vie. Et en plus, à cause de ça, il y a une diversification. Avant, il y a la personne qui fait le jardinage et le pâturage seulement. Mais petit à petit, à cause de la sécheresse, il y a les gens qui font le charpentier, il fait le forgeron, il fait tout n'importe quoi. Il fait la livraison de l'eau aussi de temps en temps. Et à cause de ça, certainement, c'est un changement. C'est un changement social avec les gens là-bas. En plus, mais on regarde la division sociale ne change pas beaucoup. Certainement, il y a les exceptions. Certainement, il y a, c'est pas partie de l'étude, mais certainement, il y a avant l'esclavage, tout le monde écoute les nouvelles, l'esclavage reste à la Mauritanie. Mais c'est pas vrai. Mais certainement, la relation entre le maître et l'esclave, ça continue. Et certainement, de temps en temps, il est important pour comprendre pourquoi les gens font un type de métier ou une autre relation comme ça. Et en plus, les gens, certainement, c'est mon avis et c'est mon observation, mais les gens préfèrent exploiter la terre. Et ça, c'est une partie de leur culture et leur coutume. Et ça reste comme ça. Mais certainement, il y a une concurrence entre les deux, le matériau moderne et le matériau local. Et premièrement, on regarde le moyen de la famille pour comprendre qu'est-ce qu'elle fait. Parce que normalement, le matériau moderne, on trouve à l'intérieur, c'est cher. C'est difficile. C'est difficile pour quelqu'un de financer une dépense comme ça. Et certainement, le matériau local, on trouve près de là-bas. C'est facile de récolter le matériel local et utiliser pour construire la maison. Mais il y a une autre raison pourquoi peut-être les gens préfèrent le matériel moderne contre le matériel local. Certainement, le problème de leurs horaires, parce que de temps en temps, pour construire une maison là-bas, c'est un peu difficile et certainement on a besoin beaucoup de temps pour construire la maison pour le matériau local. C'est pas comme chose comme le matériau moderne. Le matériau moderne, normalement, les gens utilisent facilement le matériau pour construire une maison. Quelqu'un comprend combien de temps on construit une maison avec le ciment et la base des armatures et le verre? Combien de temps? Normalement, c'est 2 semaines, 3 semaines pour une maison avec 3 chambres. Mais pour le fait, le Toklidi, la façon traditionnelle, normalement, c'est 5 mois pour une maison, ou 18 mois pour une mosquée. Donc, c'est longtemps, on reste comme ça. Mais certainement, il y a un avantage et il y a le souci avec le matériel moderne. La réparation, normalement, on n'a pas besoin d'une réparation pour une maison, pour un bâtiment ou un magasin. Mais quand les fissures s'arrivent, c'est difficile. C'est difficile de réparer leur maison, leur bâtiment. Mais pour le matériau local, certainement, on a besoin de l'entretien de temps en temps, mais c'est facile. C'est facile à faire ces choses. C'est pas détruit quand les fissures arrivent. Et c'est très important parce que en Mauritanie septentrionale, on trouve le degré très extrême. Et certainement, c'est grave avec le ciment. Mais en méridional,
où le degré, c'est pas extrême, et on trouve la pluviométrie aussi, normalement, le ciment marche bien. Et à cause de ça, c'est pourquoi c'est pas facile, un changement simple pour le matériel moderne à la Mauritanie. Il y a un mélange avec les deux. Attends. C'est ça, non? Voilà, oui. On regarde le site de la recherche ici. Et premièrement, je commence avec Chinguetti. Avant, il y a les gens qui disent le Belad al-Shinkit pour la Mauritanie de temps en temps. Parce que là-bas, c'est le moteur de la Renaissance avec le matériel traditionnel. Bon. À Ouadane, c'est loin de Nouakchott et Nouadhibou, et à cause de ça, et à cause il n'y a pas une route bitumée, certainement on a besoin d'utiliser le matériau local. Et il fait ça à cause il y a un patrimoine mondial ici, l'organisation UNESCO. Il commence avec un site ici pour le patrimoine mondial. Il y a 4 sites à la Mauritanie et je vais expliquer tous ici parce que c'est partie de cette étude. Mais certainement, le coût et la distance et voilà, la pauvreté qui reste à Ouadane, c'est plusieurs raisons pourquoi les gens utilisent le matériau local. Et certainement, mais l'argile est là, et le grès est là, et ils utilisent ça pour construire leurs bâtiments toujours. Mais petit à petit, à cause de la période coloniale et après l'indépendance, les élites qui viennent ici et construisent leurs maisons, les auberges pour le tourisme, il y a le ciment qui arrive ici et on utilise. Mais c'est un expériment parce que après une année, ou 2 années, le fissure arrive. Et certainement, c'est pas grave pour le moment, mais de temps en temps, après quelques années, les murs sont tombés et il y a un problème. Et le problème, c'est la température diurne. La diurne, c'est un peu compliqué. On écoute ça et on pense que ça, c'est une journée. Quel est le problème? Le problème, c'est le degré. Le degré durant l'après-midi, contraire le degré en matin, avant le soleil. Normalement, on trouve une variabilité extrême, comme 20 degrés, 25 degrés de temps en temps. Et à cause de ça, c'est pourquoi le problème arrive avec le ciment. Attends, il y a les gens qui pensent, mais comment on fabriquait le ciment? Ça, c'est une question très importante, mais je vais laisser ça jusqu'à on arrive à Tijikja, parce qu'il y a le problème là-bas, avec comment on emploie le ciment là-bas. Oui. Donc vous êtes en train de dire que le ciment subit un choc thermique? Donc c'est en train de dire que le ciment subit un choc thermique au cours de la journée? Le problème, je pense que c'est la qualité de le ciment et comment on utilise ça, parce que de temps en temps, on fait un mélange avec le gravillon ou le sable ou un autre matériau comme ça. Et certainement, à Ouadane, il y a des gens qui économisent ça. Parce que le ciment est cher. Et on trouve ça, c'est un peu difficile pour accomplir leur maison avec plusieurs sacs de ciment. Mais attends, je vais expliquer plus à Tijikja. Oui. Le phénomène de fissure du béton, spécialement pour le mortier, c'est dû à un phénomène de retrait. Le béton, il doit y avoir un temps entre le coulage et le retrait. Donc, ce que vous avez mentionné à propos de la Mauritanie, c'est question de température. Alors, l'eau dans le béton, et il va s'évaporer rapidement. Voilà. Rapidement. Oui. Donc, et il laisse pas le temps du béton pour avoir la bonne résistance ou bien pour avoir le bon retrait. Voilà.
Mais malheureusement, la maison là-bas, pas encore. Elle fait ça. Et certainement, c'est un expériment avec le matériel moderne là-bas. Mais certainement, il y a les autres raisons pourquoi les gens ne l'utilisent pas. Et à cause de aussi le patrimoine mondial, il y a comment on dit, les gens supportent pour les gens de continuer la maçonnerie traditionnelle là-bas, à Toklidi, voilà, à cause de ça. Oui, et certainement, chez moi, aux États-Unis, à l'Arizona, il y a la température diurne aussi, il y a le problème de ça, mais il y a les gens qui, il est en train de ça et en plus, il a trouvé la solution comme tu veux. Oui, oui. Oui. Oui, mais il manque de l'eau là-bas. Donc voilà, oui, il y a des problèmes. C'est juste avoir un endroit où ils vont vivre, et non pas d'innover. Mais regarde, à Ouadan, certainement, il y a des gens là-bas qui préfèrent le matériel moderne, mais ils n'ont pas les moyens pour acheter ça. Et à cause de ça, ça c'est la raison pourquoi on reste avec la maçonnerie traditionnelle. Mais il y a une autre, attends. À Shinkiit, c'est intéressant parce que ça, c'est le moteur de la renaissance pour l'utilisation de le matériel traditionnel. Et pourquoi? C'est les esthétiques. Les gens préfèrent ça parce qu'ils pensent qu'elle est jolie avec une maison comme ça. Et à cause de ça, on trouve, c'est pas seulement le pauvre qui construit la maison avec le matériel local, c'est le riche aussi parce qu'il est fier. Il est fier avec leur héritage et l'expérience. L'expérience et la culture, on trouve à Shinkiit. Et à cause de ça, ça c'est la 12e ville de patrimoine mondial. UNESCO est là aussi. Et en plus, voilà, il y a le problème plus pire ici, c'est pas les fissures, comment on construit leur maison, mais c'est l'avancement du sable est plus grave ici parce qu'on trouve comme les dunaires, on trouve à Merzouga jusqu'à 50 mètres là-bas. C'est la même chose à Shinkiit. Mais c'est intéressant parce que le quartier, on trouve l'ensemble dunaire, on trouve l'argile, mais elle fait une mine pour trouver l'argile là-bas. En plus, il y a aussi, à Shinkiit, on trouve normalement une division avec les riches et les pauvres. Où les riches habitent ici, on sait. Certainement, c'est une image satellite, mais où les pauvres habitent ici? Oui, monsieur. Mais où ça? Quel quartier? Au sud ou au nord? C'est presque la dune. Donc, on trouve le pauvre normalement à côté de la dune. Normalement, il a une galère, un temps difficile pour entretenir leur maison et leur enclose. Mais normalement, à nord-ouest, on trouve la grande maison et certainement les riches habitent là-bas parce que c'est facile là-bas pour vivre. Et certainement, il y a le propriétaire là-bas absent aussi. Ah bon, oui. Merci. C'est juste pour poser la question. Donc, les gens, quand ils veulent restaurer, puisque c'est classé patrimoine mondial, ils utilisent les matériaux locaux. C'est-à-dire qu'ils utilisent les matériaux. Il n'y a pas de ciment qui est utilisé. Non, de temps en temps, le banco, c'est vrai. Mais ça change un peu. Et à cause de ça, les gens qui utilisent le grès et l'argile. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une loi qui protège, c'est-à-dire qui interdit certains matériaux qui sont les nouveaux matériaux? Oui. Al-Kadima, normalement, on trouve, c'est interdit d'utiliser le matériel moderne. Mais il y a une exception avec ça. La bibliothèque, on trouve là-bas, elle donne laissez-passer pour les gens qui utilisent le matériel moderne là-bas pour protéger le manuscrit et les autres documents qui est très, 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 très âgé. Mais ça, c'est la seule exception, normalement, avec normalement la ville ancienne. Mais certainement, le banlieue, les autres endroits, on trouve les gens, c'est son choix. C'est son choix si on utilise le matériel moderne ou le matériel local.
Donc c'est un choix, c'est pas une loi qui s'impose. La pauvreté, c'est pas un choix. Mais le riche, il choix. Malheureusement, parce que c'est bien ne pas avoir le choix. C'est pour ça. C'est-à-dire que en étant pauvre, malheureusement, ils protègent ce patrimoine. Certainement, il y a les élites qui prennent le deux pour construire leur maison aussi, parce qu'elles regardent les avantages de le matériel moderne et voilà, le matériel local aussi. Pour les esthétiques, normalement, on trouve le clôture. Le clôture, normalement, c'est le matériel local. Mais pour une maison à l'intérieur, on trouvait une villa, comme on trouve ici au Maroc, normalement, avec le bois qui est importé, et voilà, le bloc de béton et les autres matériaux comme ça. Certainement, oui. C'est un mélange, quoi. Mais normalement, on trouve beaucoup en Renaissance ici. Deuxième. Je voudrais savoir, étant donné que la bibliothèque, est-ce que la bibliothèque déjà, est-ce qu'elle est aussi vieille que les ouvrages qu'elle contient? La bibliothèque quoi? Est-ce que la bibliothèque est aussi vieille que les ouvrages qu'elle contient? Oui, et à cause de ça, certainement, il y a un souci avec le protéger leur manuscrit comme ça. Mais à cause de ça, il y a, avec l'UNESCO et les autres organisations là-bas, il la donne à laisser-passer pour les gens d'utiliser le matériel pour garder leurs manuscrits et leurs autres comme ça. Mais dans ce cas, s'ils n'ont pas peur justement de dénaturer l'aspect ancien de la bibliothèque en faisant des rénovations pour protéger les livres? Rénovation, ça c'est malheureusement ça c'est ailleurs mon étude, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait pour ça. Peut-être je suppose de temps en temps il a une relation avec les ONG ou les autres projets comme ça, mais parce que vous dites qu'on utilise des nouveaux matériaux dans ce cas, mais est-ce que ça ne va pas du coup dénaturer l'aspect ancien de la bibliothèque et est-ce que ça va poser problème? Parce qu'il y a des anciens matériaux qui sont utilisés, il y a des techniques, du savoir-faire des siècles précédents qui ont été utilisés pour construire ce le problème, je pense, c'est le climat. Parce que c'est hyper aride ici et à cause de ça, je pense que les gens ont besoin de trouver les améliorations pour ça. Et certainement, les matériaux locaux, c'est mieux pour un endroit hyper aride, mais pour les bibliothèques, de temps en temps, à cause de la pluie, à cause de la variabilité de le climat, c'est difficile de protéger ces choses. Ça dépend, mais malheureusement, c'est mon étude. Yeah. Attar, c'est voilà. Et les réseaux marchent très bien ici avec Nouakchott et Nouadhibou. Et à cause de ça, le matériel moderne arrive. Il y a trois sociétés de ciment à Nouakchott. Il y a une société qui fabrique le fer, le bar d'armature à Nouadhibou. Et à cause de la route de bitumier, on trouve le matériel moderne ici. C'est pas cher comme Ouadane, c'est pas cher comme Chinkitt, c'est pas cher comme les autres endroits. Et voilà, les gens se souviennent leur expérience durant les inondations de 62. Et à cause de ça, ils utilisent le matériel moderne pour construire leur maison. Certainement, le magasin aussi, parce qu'un magasin pour construire ça, normalement, c'est 2 jours, 3 jours seulement. Voilà. Et on commençait de faire la commerçante, les autres métiers comme ça. Et petit à petit, malheureusement, la ville ancienne avec la Toklidi et les autres façons traditionnelles, il a disparu. Il a disparu maintenant à cause de la modernisation. Et Attar, normalement, c'est un port pour quelqu'un vient et fait un boulot. Normalement, le villageur, il habite en Brousse et il vient ici pour regarder les occasions pour profiter de la vie et gagner leur vie. Mais certainement, les gens, ils restent ici un peu de temps, mais ils ne bougent pas parce qu'ils ne gagnent pas très bien et ont besoin de faire les petites choses de temps en temps pour vivre. Et à cause de ça, la maçonnerie traditionnelle, on trouve ici, normalement, c'est les nouvelles arrivées qui viennent ici et en train d'installer et changer leur vie ou leur mode de vie.
Ça, c'est Attar. Et à Wojeft. Wojeft, c'est intéressant parce qu'avant, il y a un quartier ancien, mais le sable rive, et voilà, ça change avec l'ensemblement de maisons, et il construit un 12e village, et le sable rive, et il construit un 3e village, et un 4e village, et un 5e village. Ouais, il bouge jusqu'à rive sur la roche, là-bas, et certainement la roche, peut-être il va rester là-bas bien. Mais, à cause de ça, le 12e quartier, il dit ville, il devenir El Kadima, la ville ancienne. Et certainement, c'est un ensemble là-bas. Aucun y habite là-bas. Mais le 3e, il y a un risque là-bas. Il y a un peu qui continue de vivre là-bas, mais malheureusement, le sable arrive là-bas. Mais le 4e et le 5e city, en ville, certainement sur la roche, et voilà, elle va rester là-bas, peut-être pour toutes les générations. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un changement en même temps. Avec la route bitumée, il a construit entre Attar et Tajikja. Il a déjà passé au Jeft, et à cause de ça, certainement, il y a les gens qui viennent avec le matériau moderne, ils utilisent ça. Mais il y a les gens qui continuent. Ils utilisent Taklidi et le matériel traditionnel pour construire la maison et en plus pour les auberges aussi, parce qu'il y a une esthétique. Et certainement, il y a près de Tajit, l'Oasis, qui utilise la pierre sans argile pour bâtir le bâtiment. Et il utilise ces choses pour les esthétiques comme Shinkit, comme Wadan de temps en temps. Certainement pour faire une bonne entreprise. Bon, nous avons regardé la longitude et la latitude ici. Nous avons descendre le 20 latitude nord jusqu'à la 18 latitude nord. Donc, il y a un changement extrême ici, mais pas extrême, mais certainement nous avons arrivé au Sahel. Tajikja, c'est parti le Sahel, et à cause de ça, certainement il y a un mélange, comme on utilise le matériel moderne et le matériel traditionnel. Ici à Tajikja, c'est intéressant parce que les gens n'ont pas encore laissé le matériel local. Et pourquoi? Peut-être c'est la pauvreté, peut-être c'est le coût du matériel moderne. Mais l'autre problème, c'est on ne trouve pas beaucoup à cause de la prévision. La prévision arrive ici de temps en temps. Et voilà, les gens font un mélange avec le matériel moderne. Normalement, on utilise le ciment pour un enduit, une couverture pour le mur, pour protéger le mur contre la pluie quand la pluie arrive. Certainement, c'est le Sahel. Et le Sahel, le climat est variable ici. Et certainement, la pluie qui arrive de temps en temps est forte. Et à cause de ça, certainement, il y a le mur qui tombe. Mais il y a une autre raison pourquoi. C'est comment on utilise le ciment à Tajikja aussi. Normalement, les gens essaient de temps en temps d'économiser le ciment. Et il a fait ces choses avec trop de sable, trop de gravillon, trop d'autres choses. Le ciment ne reste pas durable. Et à cause de ça, la pluie arrive de temps en temps. Et on regarde spécifiquement le quartier méridional là-bas. On trouve beaucoup de maisons qui sont tombées parce que les gens n'utilisent pas le ciment comme le mode d'emploi. Et malheureusement, voilà. Donc, il y a... C'est entre le moyen entre le matériel moderne et le matériel local qu'on utilise ici. Mais en plus, la ville ancienne ici, Al-Kadima, il y a un changement ici aussi à cause il y a les gens qui abandonnaient leur maison. Et le gouvernement attend pour les gens à retourner, mais jamais ils retournent. Donc, il a fait... Comment on dit ça? L'expropriation pour la cause d'utilité publique. Ça, c'est quoi en anglais? Eminent domain. Mais ça, c'est français. Mais c'est pas grave. On y va.
Oui, eminent domaine. Il a pris. Mais pas tout le Kadima, c'est le méridional, il prend. Bon, ça c'est un village dans l'ombre de la capitale, Tijikja. C'est Rachid. Rachid, c'est intéressant parce qu'on trouve un grès qui est la meilleure qualité ici. Et à cause de ça, il y a des gens qui peuvent faire. Ils utilisent leurs ressources locales pour construire la maison. Mais c'est loin et certainement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la moyenne pour mener le grès comme ça. Mais le grès est utilisé de temps en temps, mais certainement le ciment aussi est utilisé pour un enduit, pour protéger contre la pluie. Et c'est le même raconte on trouve à Tijikja, on trouve ici à Rachid. C'est 45 km de Tijikja, à le nord-est, et on trouve le local là-bas a la même idée comme les gens de Tijikja. Ils utilisent le ciment de temps en temps pour protéger contre la pluie. L'Axer al-Barka. C'est intéressant parce que les autres endroits comme Tijikja et Tar, les gens ils s'enfuient à cause des inondations. Mais ici, les gens ont abandonné cette ville avant la période coloniale. Pourquoi? Il y a deux raisons, les gens pensent. Ils pensent que c'est le changement de climat, mais je ne suis pas certain de ça parce que je pense que le dispute, c'est la raison pourquoi les gens sont partis ici. Et à cause de ça, c'est un fantôme. C'est une ville de fantômes ici. Et voilà. Mais c'est un bon enregistrement de la construction traditionnelle. On trouve de temps en temps la maison ici, le bâtiment qui a un 12e étage. Et c'est intéressant comment on fait ça avec un mur qui est 3 ou 4 mètres tal. C'est incroyable. Bon, ça c'est l'Axer al-Barka. Et voilà, Tishit. Tishit, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas une route bitumée qui est près d'ici. On trouve la proche route bitumée 300 km de Tishit. Donc c'est loin et certainement c'est isolé. Et à cause de l'isolement, il y a les gens qui sont autosuffisants. Ils utilisent toujours les ressources locales pour leur vie. Ils utilisent le pâturage, ils utilisent le jardinage, ils utilisent n'importe quoi. Et en plus, la pierre et en plus l'argile, on trouve ici. Mais de temps en temps, une semaine, normalement une fois chaque semaine, il y a un 4x4 qui arrive avec les provisions. Et quand le 4x4 arrive, normalement, il retourne à Tijikja ou les autres villes avec comment on dit ça? On dit natron, je pense que c'est natron en français, mais en anglais aussi. C'est un type de sel pour le bétail, et le bétail mange ça. Donc, oui, donc il y a un marché pour ça, et il y a les gens qui gagnent à cause de ça. Mais regardez l'ancienne ville ici. C'est gros et c'est petit? C'est gros. Et c'est le centre de Tishit aussi. Regardez autour de la ville, on trouve normalement, c'est pas un banlieue, mais normalement c'est le gouvernement administratif, on trouve la gendarmerie, on trouve la mairie, on trouve les autres bâtiments, et certainement quand on passe là-bas, on trouve le matériel moderne là-bas. Mais à la Kadima, et normalement les gens qui habitent à côté de la Kadima, on trouve le matériel traditionnel. Bon, mais ça c'est un exemple d'autosuffisance avec les gens qui est isolé, mais Walata, c'est isolé aussi, mais pas comme Tishit. C'est 120 km de route bitumée à Nema, la route de l'espoir. Et ici, il y a indépendance, malheureusement. C'est la 4e ville de patrie mondiale et certainement, il y a une demande pour les gens de continuer la maçonnerie traditionnelle ici. Mais certainement, il y a un problème parce que l'indépendance, normalement, l'UNESCO vient ici une fois 4 années. Et normalement, ils entretiennent une maison ou une mosquée ou un grenier 7 fois.
c'est le reste. Le reste, il souffre parce qu'il n'a pas un financement, il n'a pas le projet, il y a les autres problèmes ici. À cause de ça, il y a la coopération espagnole qui vient ici une fois et il essayait de faire le jardinage pour améliorer la vie. Mais malheureusement, il ne marche pas bien à cause de la politique locale et les Espagnols, ils sont partis et voilà. Les gens restent ici avec la dépendance, avec les autres. Mais voilà, la maçonnerie traditionnelle reste ici à cause de la pauvreté. Bon. Nema, c'est le dernier. Et voilà, c'est le vers sud et l'intérieur. C'est la dernière ville, la rue de l'Espoir, le rite de Bitumé. Mais c'est loin de Nouakchott et Nouadhibou. Et à cause de ça, son relation, le réseau, marche plus bien à Bamako. Ça, c'est un problème de la sécurité de temps en temps. Et à cause de ça, le gouvernement mauritanien, il essaie de mettre la prévision ici, le ciment, le barre d'armature et les autres choses. Mais les gens, normalement, ils utilisent un mélange de la technique traditionnelle et le matériel moderne pour construire leur maison. Ancienne ville, le Kadima, c'est près de le marché. À cause de ça, les gens qui vivent dans le Kadima, et certainement, il y a une différence avec les gens qui ont la moyenne et construisent leur bâtiment, le matériel moderne, et les gens qui sont pauvres, qui continuent d'utiliser Toklidi pour la méthode traditionnelle. Bon, la conclusion ici. Le Adrar, c'est intéressant parce que à cause de le climat, à cause de le manque, à cause de la distance, le manque de les autres choses pour utiliser le matériel moderne, c'est un moteur de la Renaissance. Mais il y a les autres raisons aussi. Et certainement, ça c'est la région de tourisme ici. Normalement, si les gens viennent à la Mauritanie, on passe le Adrar et regarde la ville comme Ouadane et Chinchit. Mais certainement, il y a un autre, comme il y a le contraire. L'Adrar, malheureusement, certainement, il utilise toujours le matériel moderne pour construire leur bâtiment là-bas. Le Tangant, il y a un mélange entre les deux parce que les gens ont besoin de garder contre la pluie et à cause de ça, ils utilisent le ciment. Mais en plus, à cause de la pauvreté, à cause de la distance et un faible réseau à Nouakchott et Nouadhibou, ils utilisent le matériel traditionnel aussi. Mais le Hôtel Chargui, certainement, c'est achevé. Pas encore, c'est achevé. Certainement, la distance là-bas et la relation entre Mali, c'est intéressant parce que certainement, il va utiliser les techniques de temps en temps. On trouve au sud, comme le Banco, on trouve comme Chinchit de temps en temps, et voilà, à Walata. Mais en plus, il y a les techniques ressemblent à la maçonnerie malienne. Donc, certainement, la direction elle va faire à l'avenir, c'est pas certain. Ça, c'est la conclusion. Et voilà, ça, c'est un maçon traditionnel à Tichit. Je vais remercier 1000 fois à l'AIMS, American Institute for Maghreb Studies, et CAORC, et pardon, j'ai oublié l'acronyme. Je pense que c'est Council American Overseas Research Council Center. Center, OK. Merci. Et certainement, je dois remercier 1000 fois à la maçon qui j'ai interviewé durant l'étude, c'est 45 qui prendre le temps, et c'est durant le Ramadan, donc c'était difficile de temps en temps de parler avec quelqu'un. Et certainement, je dois remercier Brahim Would Bilal Ramdan, c'est mon interprète durant cette recherche, et en plus Mohamed Salim Ouladris qui donne l'hospitalité dans l'Adrar. Et en plus Jean Davidson pour inviter, pour faire la présentation ici. Question? Merci. J'ai une question simple.
Pourquoi vous avez choisi la Mauritanie? Cette ville? Pourquoi? Je crois pas. Surtout la Mauritanie, pourquoi? Oh, pardon. Vous avez raison. Malheureusement, non, vous avez raison. Vous avez raison parce que je regarde la ville ici et le village au Maroc. Et j'étais à Azrou la semaine dernière. Et de temps en temps, je regarde le mur où les gens utilisent le hajar ou le tin. Et certainement, ça continue dans tous les endroits ici. Mais normalement, les gens regardent, c'est la différence entre le riche et le pauvre. Le matériel moderne, c'est pour les riches. Et le matériel traditionnel local, c'est pour le pauvre. Vous avez raison, mais... yeah. Vous êtes en recherche de matériaux locaux. En général, dans votre classe, il y a des gens qui... Oui, vraiment. Des bâtiments en matériaux locaux. Vraiment. Et... Vous avez trouvé des ciments, bien des... Mais malheureusement, j'ai pas de fonds pour continuer l'étude comme ça. À l'avenir, Inch'Allah. Certainement. C'est mon plaisir. C'est mon plaisir de regarder le monde. Et pour moi, je pense que mes amis, ma famille, les autres, ils pensent que je suis bizarre parce que quand j'arrive pour la première fois dans une ville ou un village, je commence à regarder le mur et dire, qu'est-ce que tu fais? Il faut continuer la route. Et je dis, non. Il faut comprendre comment on construit le bâtiment ici. Et bon, voilà, je suis fou comme ça de temps en temps. À l'avenir, Inch'Allah. Merci. Je vous remercie premièrement pour votre présentation aujourd'hui. Vraiment, on a pris des choses très intéressantes. Je veux savoir, vous êtes un géographe. Est-ce que vous pensez que d'ici une trentaine d'années ou quarantaine d'années, on va innover, on va trouver des nouveaux matériaux qu'on va l'utiliser durant notre futur bâtiment? Ici au Maroc? Partout. Ça dépend. Certainement, c'est une esthétique, quoi. Et certainement, les gens préfèrent regarder une auberge ou une pension ou un autre bâtiment qui est traditionnel. Et Jean et moi avons le même discute avec la ville de Tanger. Il y a des gens ici qui préfèrent utiliser la peinture blanc pour le protéger contre la pluie, mais il y a les autres qui sont riches et utilisent la peinture rouge pour protéger leur mur. Et c'est un problème, parce que je pense que Tanger, c'est une ville Abaïd. Abaïd, c'est une ville blanche. Comme Marrakech, c'est la ville rouge. Comme Chefchaouen, c'est la ville bleue. Donc, certainement, il y a un problème comme ça. Mais, certainement, à l'avenir, je pense que la concurrence continue à tout l'avenir. Et certainement, il y a des gens qui préfèrent utiliser le produit traditionnel. Mais il faut faire attention. Ça, c'est beaucoup de travail. Et on a besoin d'entretien, normalement, en maison comme ça. Et pour quelqu'un, il n'aime pas ça. Il préfère le confort, il préfère l'ambiance, il préfère rester sans travail. Mais il y a des individuels, pas beaucoup, pas la majorité, qui préfèrent une maison traditionnelle. Peut-être pour son boulot, peut-être pour son préférence, ça dépend. Vous avez raison, mais du côté thermique, les maisons traditionnelles, oui, qui sont construites en matériaux locaux, ils sont parfaitement, on va dire, parfaitement isolés en thermique que les bâtiments modernes. Par exemple, en hiver, ils sont parfaitement... tu n'as pas l'air froid, ou bien parce que les murs sont construits d'une manière très, très bien. Et en été, c'est l'inverse. Tu n'as pas chaud. Donc, du côté thermique, Permettez-moi d'expliquer avec un matériel, la verre. À la Mauritanie, c'est pas pratique pour les gens d'utiliser le verre. Mais il y a des gens qui font ça. Et ils font ça parce qu'ils pensent que c'est bien, c'est bon. J'ai gagné ma vie parce que ma maison a le verre. Mais la méthane et le
le degré, et la température, et les saisons, C'est l'effet de petit à serre. petit, il a brisé. Mhm. Et c'est incroyable, mais les gens continuent d'utiliser ça. Et je regarde ça avec le projet gouvernemental. Ils utilisent de temps en temps le verre. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est impratique. C'est impratique pour l'environnement là-bas. Si. Alors, je veux remercier pour votre exposé, Non, donc, C'est gentil. qui était très clair. Donc, peut-être je vais apporter une petite réponse, Sassou, par rapport à votre choix de la Mauritanie, parce Oui. qu'en tant que chercheur, vous cherchez de trouver des différences que vous pouvez interpréter, que vous pouvez apporter des solutions, et que j'ai parfaitement bien aimé votre approche, parce que vous avez pris la référence par rapport à la route bitumée. Chaque fois qu'on est très loin de la route bitumée, on trouve l'utilisation des matériaux locaux et une difficulté d'utiliser le matériel conventionnel, parce que maintenant, on ne parle plus de matériaux modernes, mais plutôt matériaux conventionnels, parce que c'est le béton, c'est le matériau usuel qu'on utilise parfaitement. Et donc, c'est vrai que là, on voit très bien cette dualité que vous avez essayé de mettre en évidence sur le choix de quel type de matériaux on va utiliser. D'accord ? Et parfait, donc, parce que normalement, lorsqu'on veut construire, on a trois éléments de base sur lesquels on se base. Le matériau, la structure et le sol. Voilà. Donc le sol, il est bon, il a de bonne qualité, une bonne portance, donc il n'y a pas de souci. Donc on reste sur deux éléments, le matériau et la structure. Et c'est pour cela, parfois, lorsqu'on voit qu'on n'a que de la pierre, on joue sur la structure, sur la géométrie, comme vous avez pu un tout petit peu constater. Donc on joue sur la géométrie et la répartition des éléments pour avoir une bonne distribution de charge, et donc d'avoir un bâtiment qui est stable. Et lorsqu'on n'a pas cette stabilité, on va utiliser un liant, la colle. Donc la colle qui est en fait l'argile par excellence. C'est le matériau qu'on trouve, un matériau local qui va en fait nous permettre d'avoir cette fameuse colle. Le seul inconvénient de l'argile, c'est son point faible vis-à-vis de l'eau, tout simplement. Vis-à-vis de l'eau, voilà. Mais en fait, il y a un choix multicritère, comme vous avez dit, c'est-à-dire que ce n'est pas les riches et les pauvres, mais il y a la notion du confort. Parce que vous avez dit dans votre recherche que parfois il y a même des riches qui reviennent à construire en matériaux locaux. Et là, je rejoins Ronnie Neumann, c'est-à-dire, voilà, lorsqu'il dit en fait qu'il y a un certain confort. Si on ne cherche pas à construire en hauteur, et on veut avoir qu'un rez-de-chaussée ou un R+1, il est intéressant de construire avec le matériau local et avoir le confort, plutôt que d'introduire tout ce qui est... Et la durée aussi. Regardez la durée, parce que pour construire une maison, ciment et barre d'armature, normalement c'est 3 semaines, c'est 1 mois, 2 mois maximum. Voilà. Mais pour une maison traditionnelle, c'est longtemps. Mais certainement, il y a une relation avec l'équipe et le propriétaire, parce que c'est la relation entre les gens en communauté. Et là, on retrouve un tout petit peu ce qui s'est passé avec l'histoire. Donc le développement du béton et du ciment, il est arrivé juste après la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il fallait construire vite. Oui. Et c'est ça la particularité du ciment. Oui. Ce qui nous permet en fait de construire très vite. Si on a le temps, parce que le temps c'est relatif. Voilà. Ça dépend de ce qu'on veut faire du Certainement, temps. oui. Le temps ici à Tanger, on est calme, on est C'est cool, pas à le cause coup de de assez certainement, différent. oui. Et donc, Et cette notion en du plus, temps. je vais bien expliquer, avec tous les endroits ici, on passe le marché, on trouve le bloc de bâton, parce que normalement on utilise pour le magasin. On n'a pas besoin de beaucoup de temps pour rester et attendre pour le magasin, la construction de la maison. Et à cause de ça, normalement, il fait toujours le marché, on trouve le magasin, c'est le bloc de béton. Oui. C'est médical. En plus, à Tichit, c'est la même chose. Si vous avez parlé du sol, il est stable. D'après ce qu'il a mentionné, c'était des inondations qui sont arrivées en Mauritanie. Vous ne pensez pas que la nappe phréatique est plus proche que nous? Si tu as une nappe phréatique, ça dépend. Après, si tu as de l'argile, si tu as du sable, tu risques d'avoir la liquéfaction. Mais quand même, c'est des sols qui sont très stables, parce que quand on voit les pierres et les roches, c'est ça ce qui te donne un tout petit peu cette stabilité, cette cohésion. C'est comme si tu as un matériau composite. Tu as le sable, tu as la pierre, donc ça te donne un squelette et tu as une bonne portance. On n'aura pas des problèmes de tassement.
il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Et en plus, tu n'as pas beaucoup de charges. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec R, voilà, rez-de-chaussée, maximum R+1, donc tu n'as pas une charge qui est très importante. Donc très rapidement, avec les murs porteurs qui sont larges, donc c'est comme si tu as une semelle filante. Donc ça veut dire que tu as une répartition des charges qui est parfaite, et donc il n'y a pas ce problème. Les problèmes de fissuration qu'on peut avoir, il y a des solutions. Il y a tout simplement, je pense, ce qui nous manque au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on essaye de faire ce transfert de technologie, parce que ça, on sait le faire aux États-Unis, en France. C'est vrai. Comment on peut, tout ce qu'on réussit avec les matériaux conventionnels. Mais il y a un autre petit souci aussi avec la maison spécifiquement. De temps en temps, il y a les maisons qui ne comprennent pas comment on construit une maison en ciment. Et à cause de ça, les murs tombent. Mais normalement, ce n'est pas tout le temps. Normalement, il y a les experts qui utilisent le matériel moderne contre le matériel conventionnel. Oui, Jean. Il y avait une photo d'un village où il y avait l'avancement des dunes, de désertification. Comment ça s'est passé? Les quartiers étaient abandonnés et puis le désert a avancé, ou bien c'était pas possible de protéger les quartiers contre le désert? Il y a une machine pour faire ça. Et en plus, il y a USB. Il y a les gens, de temps en temps, peuvent faire une équipe pour lever le sable là-bas. Mais ça reste, et ça c'est le plus pire problème à Shinkiit. Oui. Ici, on regarde Mars. Oui, voilà. Ensemble dunaire là-bas. Oui. Donc, alors, on trouve le gens qui est plus pauvre, normalement, ici, à la frontière de dunaire, l'ensemble de dunaire. Et normalement, le riche, et regarde les mesures de maison ici. C'est grand. On trouve le riche là-bas. Et moi, je suis jamais allé en Mauritanie, mais je connais un petit peu le sud du Maroc. Et puis, il y a quelques aspects qui ont été mentionnés rapidement, mais je pense qu'ils sont importants de mentionner pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Et d'ailleurs, c'est très, très proche de ce qui se passe au sud du Maroc. Et quand tu dis le sud du Maroc, c'est le village ou c'est... Au-delà de Atlas. Ah oui. C'est-à-dire les régions pré-sahariennes ou bien déjà les Sahara. Parce que le Sahara occidental, c'est le matériel moderne là-bas, à cause de... Mais précisément parce que moi, j'aurais aimé entendre plus de parler les rapports entre ces villes-là et l'histoire, mais aussi entre ces villes-là et les lieux. Parce que tout est lié. Je pense que la plupart des villes que vous avez mentionnées, il s'agit des villes qui se trouvent sur la route des caravanes. Et cela permet aussi de comprendre peut-être un transfert de technologies qu'il y a eu à un moment donné. Et après aussi, l'histoire permet de comprendre pourquoi les gens, c'est pas qu'ils utilisent un matériau, mais comment ils s'organisent comment ils s'organisent la ville. Ainsi, les gens de cette région-là, quand ils sont venus au Maroc, ils ont fait deux villes à côté de Zagora, Tazagourt, et puis aussi au sud de Merzouga, ça s'appelle Taouz. Quand j'ai visité cet endroit-là, la première chose qui m'a impacté, c'est qu'ils sont construits de la même façon que Mauritanie, avec de la pierre. Tandis qu'en bas, ils avaient aussi la terre pour pouvoir construire en pisé. Mais sauf si on comprend que c'était une armée qui est venue pour pouvoir conquérir et s'établir, ils ont fait une ville, mais c'est une ville militaire, non? Et c'est pas c'est pas la même chose quand on voit l'évolution qu'il y a eu la vallée du Dra, Zagora ou la vallée du Ziz, de comment à travers l'histoire la population a changé.
la vallée du Dra avec les Draois, après avec les Juifs, après les chrétiens, après les Berbères et finalement les Arabes. Et comment tout cela a fait que les gens ils sont dû changer. Puis aussi comment les différentes tribus nomades qui se sont installées ou pas installées, comment ils ont provoqué aussi une organisation du territoire. Et ça, aujourd'hui, on le voit avec la question d'Oxur. Plus tous les Zaouiyat et les Kassabat. Et puis les rapports qu'il a eu entre les régions à un moment donné, avec la Mauritanie et surtout avec les Mali pendant les périodes sahéliennes. Mais bon, aujourd'hui, normalement, ce qui se passe au sud du Maroc, c'est très complexe, où il y a différents facteurs qui se combinent différemment et qui donnent des résultats très, très, très divers. Et on ne peut pas dire les gens ils utilisent plus la terre, ou les gens... Normalement, il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a une question sociale. Normalement, dès qu'on a un peu plus d'argent, pour montrer qu'on a de l'argent et qu'on a remonté le statut social, on commence à construire en béton. On commence à quitter l'Aksar. Mais là, il y a des questions constructives. Normalement, la plupart d'Oxo ont été construits avec les bois des palmiers. Cela veut dire qu'on peut avoir une chambre qu'à peine de 2,5 mètres, parce que les bois des palmiers ne permettent pas d'aller plus loin. Sauf si on utilise plus au nord, la vallée du Dadès, le Populus, sauf si on va plus au sud, on utilise les tamaris et les talha. Mais les talha, il est très apprécié parce qu'il donne de l'ombre, il donne des fruits, il donne pas mal de choses. Et on ne peut pas couper les talha comme ça. Mais il est normal que dès que, surtout à partir des années 30, qu'il n'y a plus des conflits entre guillemets entre les tribus, les gens ils peuvent sortir d'Oxar. Aussi, il y a une population qui remonte et ils commencent à s'établir. Et c'est pour ça aussi que parfois, quand on parle avec des extrémistes du patrimoine, de la construction en terre, on dit non, on peut utiliser que la terre. Non, attendez, parce que si à un moment donné, il n'y avait que les palmiers, aujourd'hui, les gens ils ont accès à d'autres types de bois. Ou même des endroits où il n'y a pas de palmiers. Et moi, c'était le cas des amis qui, non, écoute, la seule chose artisanique qu'on peut avoir, c'est les bois d'eucalyptus. Pour nous, ça c'est beaucoup plus cher que faire une grande poutre en béton. Alors, on fait une poutre en béton et après, oui, les restes, on les fait avec l'eucalyptus parce qu'eux, ils n'ont pas accès au bois. Ce n'est pas dans d'autres palmiers, on peut prendre un tronc de palmier, les couper en sol, pour faire une seule poutre. Après, il y a ces questions aussi de ce qu'on appelle dans la vallée du Dra les centres émergents. Qu'est-ce qui se passe avec une population qui, à un moment donné, il y avait une émigration dans les grandes villes, Marrakech et Casablanca, et maintenant, ils restent et ils doivent trouver un endroit pour vivre. Et c'est là déjà qu'il y a les problèmes, les confrontations entre les palmiers, entre l'Exur, et puis entre les nouveaux plans d'aménagement qui font des architectes qui ne connaissent rien du tout du désert et qui font les mêmes plans d'aménagement à Rabat qu'à Zagora. Parce que c'est là aussi qu'il y a ce rapport entre la nature. Et dans la vallée du Dra, il y a 6 palmiers, sauf les 2 premiers qui sont très étroites, mais dans les restes, la plupart d'Oxur, ils sont à l'intérieur de la palmière. Et là, on parle de ce qu'on dit aujourd'hui, c'est très à la mode, le développement durable. Mais le développement durable, c'est dans cette région-là qu'on peut apprendre. Normalement, il y a jusqu'à 6 degrés de différence de température entre vivre à l'extérieur et à l'intérieur de la palmière. Et normalement, avant d'arriver à Mohamed El Ghizlan, la palmière de Ketawa, tout le monde connaît la ville de Tagounit, mais à l'intérieur, il y a 70 Oxur, 70. Et la plupart, ils sont habités et bien habités. Et après, les gens, ils ont fait des extensions de l'Oxar, et parfois, ils ont réutilisé la même technique spatiale, sauf qu'améliorée. Dès qu'ils sont passés de bois en palmier, ils sont passés même aux poutres en béton, mais ils ont gardé les mêmes conceptions spatiales parce que c'est vraiment la meilleure façon de pouvoir survivre dans ce type de climat. Or, aujourd'hui, même la construction traditionnelle, on ne sait pas le faire. Si avant on faisait, même pour un étage, on faisait des murs en terre de 1 mètre, aujourd'hui on fait 40. Parce que ça va plus vite, mais si on ne fait pas très bien les plafonds, après on ne fait pas l'entretien,
finalement, sa maison va finir par tomber. Et en plus, ça ne va pas bien résister ni les froids ni les vents. Non? Après, il y a eu tout aussi, à partir surtout des années 80, et j'imagine que Mauritanie, c'était la même chose, c'est un phénomène de sédentarisation des nomades. Quand on parle d'architecture, c'est bien de parler d'architecture comme ça. Moi, je m'intéresse dernièrement à l'habitat des nomades, où il n'y a même pas de tentes, parce qu'ils n'ont pas besoin de tentes. Mais cette capacité de pouvoir s'adapter à une région et à une nature. Mais ce qui s'est passé à partir des années 80, là, on le voit surtout à Al-Ayoun, à Smara et puis à Dakhla. Ils se sont dû confronter à un nouvel type d'urbanisme et d'architecture qui n'a pas été basé sur un patrimoine et pourtant sur une expérience de comment on peut vivre dans des conditions comme ça. Et la question du patrimoine, pour moi, le problème, c'est qu'on les traite comme quelque chose qui ça donne que des problèmes, tandis que c'est des sources pour pouvoir faire de l'architecture contemporaine et de l'urbanisme contemporain, sans avoir besoin de pas mal de technologies que, dans ces conditions-là, ils sont complètement inutiles. Voilà. Donc, j'avais plusieurs questions. Donc, la première, c'était, vous parlez de grès. Est-ce que ce serait possible donc qu'il y ait des maisons, étant donné que vous parliez des couches océaniques donc, qui ont été extraites du sol. Donc, est-ce que ce serait possible que certaines anciennes maisons datant d'il y a bien des années, soient faites avec actuellement du grès fossilisé? C'est-à-dire qu'il soit possible qu'on puisse retrouver des fossiles d'animaux, de plantes datant du néolithique, du paléolithique dedans. Ma deuxième question, c'est vous avez parlé de mouvements importants. Donc, est-ce qu'on peut, dû justement au climat, donc est-ce qu'on peut appeler ça justement des migrations climatiques, puisque là, on parle de personnes qui ne peuvent plus habiter dans des maisons, justement à cause de ce problème-là. Justement à cause de ce problème d'architecture qui est dû au climat et à un bon nombre de facteurs. Et donc ma troisième question, c'est vous avez mentionné justement des relations commerciales donc entre le Mali et la Mauritanie justement à cause de ce problème de matériaux. Qu'est-ce qui empêche, au vu de l'histoire maroco-mauritanienne, qu'est-ce qui empêche des relations pareilles avec le Maroc justement? Qu'est-ce qui empêche un commerce pareil avec des villes plus proches du Maroc? Parce qu'on a aussi de très bons matériaux au Maroc. On a une histoire, on a des techniques. Et l'histoire maroco-mauritanienne, donc les deux pays sont liés intrinsèquement. Et même si le Maroc n'a reconnu qu'il y a très récemment l'indépendance de la Mauritanie, on a la possibilité de faire quelque chose, donc d'avoir des relations commerciales privilégiées pour justement obtenir de nouveaux types de matériaux qui pourraient améliorer donc leurs conditions de vie. Alors, la première question, c'est la migration des gens qui habitent la ville. OK. C'est intéressant parce qu'il y a certainement le changement social, c'est pas quelque chose qui reste là et les choses qui changent. Il y a un problème avec l'immigration parce que il y a les habitants qui partent à Nouakchott et Nouadhibou et trouver les occasions là-bas. Et à cause de ça, il est en train de couper leur relation avec les autres dans leur ville. Par exemple, le problème d'esclavage à la Mauritanie, c'est très, très compliqué, certainement, mais le mort noir, normalement, ils ont des esclaves en Brousse. Certainement, il fait la servitude des ex-maîtres en Brousse. Mais dans la grande ville, aucun connaît leur relation avec son maître, et à cause de ça, il y a des gens qui maintenant qui coupent leur relation avec l'ex-maître. Donc, c'est compliqué ces choses. Et certainement, les maisons, on trouve à l'intérieur, normalement, c'est la mort noire. C'est pas la mort blanche. Il y a un peu qui fait ça, mais pas beaucoup. Et voilà, ça c'est le défi. Le défi, la migration maintenant, parce qu'il y a des gens
qui utilisent la mobilisation et utilisent leur résidence en ville pour couper leurs relations sociales avec l'héritage. L'héritage, et certainement la mort noire fait ça. Deuxième question, c'est quoi? C'était pour le grès fossilisé ou alors pour les relations marocaines et mauritaniennes? Maroc et mauritanienne. Certainement, l'âge de fer, il y a une relation, et certainement, quand je dis le bijou de la construction, ça vient de temps en temps au Maroc à cause de leur relation au Maroc. Avec ça, mais durant la période moderne, on trouve dans la période coloniale, il n'y a pas beaucoup de relations sauf la religion. La religion au Maroc et la Mauritanie, il y a plusieurs qui de temps en temps visitent à cause de ça. Mais avec le changement de le matériel conventionnel et moderne, certainement c'est un moteur on trouve avec le coloniste. C'est pas au Maroc toujours. Mais après l'indépendance, c'est plus grave parce qu'il y a la question de Sahraoui et la Mauritanie, elle partage pour le couple le Sahara occidental, mais c'est grave parce qu'elle n'a pas le financement pour continuer avec un petit territoire comme ça, et elle a ça. Et à cause de ça, et à cause de la relation avec le Sahraoui et la Mauritanienne et Maroc, certainement il y a le problème de politique de temps en temps à cause de ça. Certainement avant la période coloniale, il y a une relation, mais de nos jours, aujourd'hui, je ne pense pas, il n'y a pas beaucoup. Il y a certainement il y a une grande différence entre Mauritanie et Maroc avec la construction de nos jours. Troisième question. C'était pour le grès fossilisé. Quoi? Le grès fossilisé. Vous avez mentionné donc du grès fait à partir de couches océaniques, qui ont été extraites du sol. Donc la possibilité qu'il y ait des fossiles dedans est extrêmement élevée. Et j'aimerais savoir du coup, quel est le problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éthique justement, parce qu'on pourrait justement en faire de cette région tout un centre de recherche pour extraire du coup de l'architecture des anciennes maisons des fossiles? C'est un peu le même problème qu'avec la bibliothèque concernant la conservation. Donc il y a un problème moral qui se pose. Est-ce qu'on devrait garder cette région pour l'architecture, pour tout ça, ou alors est-ce qu'on devrait extraire du sol les minerais fossilisés? Moi c'est ça ma question, c'est selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je ne suis pas un expert. Regarde, je viens ici, mon étude, je regarde le changement avec le matériel que les gens utilisent pour construire leurs bâtiments. Mais certainement, il y a les avantages et les soucis avec chaque matériel qu'on utilise. Ce matériel, s'il vient de l'extérieur, on trouve près de la localité. Mais certainement, c'est unique. On trouve le matériel local ici, le conventionnel, qu'ils utilisent pour construire leurs maisons, leurs bâtiments, leurs magasins, leurs mosquées. Et à cause de ça, c'est pourquoi le DRAR est fier d'utiliser le matériel local. Par exemple, mais certainement, il y a beaucoup de racontes qu'on trouve avec le matériel local aussi. Je montre un moment le mur. Un mur on trouve à Tichit. Le mur ici, c'est une division. C'est une division entre le mur noir et le mur blanc. Le mur blanc, normalement, son maison, c'est dans le pierre rouge. Et quand on trouve le pierre noir, normalement, ça, c'est le mur noir. Donc, c'est un exemple. C'est un exemple où leur culture, leur société, c'est partie de l'architecture on trouve ici. Et certainement, il y a des gens qui regardent ça et pensent que ça c'est joli. Et il y a les autres qui regardent et pensent que ça c'est pas juste. Ça c'est l'esclavage. Ça c'est une histoire. Je voudrais la laisser maintenant. Et certainement, il y a des individuels qui voudraient une amélioration avec leur vie, avec leur relation sociale et l'héritage.
il apporte. Bon, ça dépend de chaque individuel. Moi, certainement, je trouve l'esthétique, je trouve la ville à l'intérieur sont jolies, mais aussi, je bien comprendre, il y a une servitude. Les gens font là-bas à cause ils restent toujours là-bas et ils n'ont pas une occasion pour améliorer leur vie. C'est mieux pour couper ça, c'est mieux pour changer ça, le matériel moderne, comment il va changer leur vie sociale. Ça dépend. Et certainement, je suis un étranger ici. Je ne suis pas mauritanien. Donc, ce n'est pas pour moi de faire une décision, de décider on fait ça. Je viens ici pour regarder comment on fait un chemin maintenant à l'avenir, comment on améliore leur vie. Voilà. D'accord. Donc, je fais la politique, le diplomatique. Merci. Non, Que pensez-vous de la construction génie civil en Mauritanie par rapport au Maroc, en notant que les deux pays sont d'Afrique? C'est une question... Non, c'est pas simple, mais certainement, si on regarde la mosquée, certainement la mosquée est plus importante dans une communauté à la Mauritanie. Et certainement, le bâtiment gouvernemental, certainement, c'est important aussi. Normalement, c'est simple. Normalement, il n'y a pas... C'est pas un grand bâtiment, c'est pas une mansion. Normalement, il fait ces choses pour la pratique, quoi. Donc, normalement, il fait ces choses pour la communauté parce que c'est un besoin. C'est un besoin. Et à la Mauritanie, il n'y a pas beaucoup de richesse. Il y a le fer et la pêche. Et il a exporté ces choses, mais certainement, il n'a pas plus développé comme on trouve à la Nigeria, ou le Sénégal, ou le Maroc, certainement. C'est pas comme ça. C'est ça ce que je voulais. Oui. Merci. Juste, est-ce que vous voyez le futur en Afrique? J'habite en Afrique au moment. Hein? J'habite en Afrique au moment. Donc, le futur, c'est en Afrique. C'est, oui, le futur, c'est chacun doit dans le monde. Mais pour moi, je préfère la mode de vie ici, je préfère la société ici, les États-Unis. Certainement, il y a le boulot, mais il y a le stress aussi. Il y a les gens qui conduisent comme des diables là-bas. Et moi, oui, non, vous avez raison, c'est vrai, vraiment c'est vrai. Mais pour moi, je n'ai pas le stress ici. Et pour moi, certainement, c'est difficile de trouver le boulot, mais je préfère la mode de vie en Afrique. Thank you very much. Non, mon plaisir. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themaghribpodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean.